Bienvenue sur la page Facebook de Vivre Bordeaux pour une nouvelle édition de votre magazine Bordeaux est à vous. Un Bordeaux qui, après 2 mois de silence, retrouve ses bruits, ses couleurs et ses lumières. Après la réouverture des bars et des restaurants, c'est à la culture de renouer avec la vie, avec notre art de vivre. Et aujourd'hui, Bordeaux est à vous est installé à la base sous-marine, au cœur de ces bassins de lumière, le plus grand centre d'art numérique au monde qui a ouvert ses portes ce matin. Un endroit qu'a investi Bordeaux est à vous, le temps d'un direct et d'une balade magique, féerique, chimérique. Vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Augustin de Pointet, bonjour et merci de nous accueillir dans ce lieu incroyable. Bonjour Sandrine, mais c'est avec grand plaisir. Je suis ravi de vous voir ici. Alors vous êtes le directeur des bassins des Lumières, de Lumières. De Lumières. Le plus grand centre d'art numérique au monde, comme je le disais précédemment, qui a été lancé par Culture Espace. C'est quoi la vocation de Culture Espace? Parce que ce n'est pas son premier coup, si je puis dire. Non, Culture Espace est une société qui a pour vocation de faire découvrir l'art au plus grand monde. Et nous gérons des musées classiques, comme le musée Jacques Marandré à Paris par exemple, ou le musée de l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. On gère le musée de l'automobile à Mulhouse, on gère aussi des grands sites historiques comme le théâtre antique d'Orange, les arènes de Nîmes, le château des Baux-de-Provence. Et puis depuis quelques années, Culture Espace a lancé des sites numériques où on a une vocation de présenter les œuvres différemment en les numérisant. Ça oui. Voilà, en les numérisant, en les mettant en mouvement, et ça permet de présenter les œuvres d'art à un très large public qui spontanément ne venait pas dans nos musées, et on ouvre la porte de l'art au plus grand monde. Justement, il y a certains critiques qui disent que c'est rabaisser l'art, alors qu'au contraire, c'est permettre au plus grand nombre qui ne pousserait pas les portes justement des musées de parler. Je pense qu'il ne faut pas penser une espèce de relation contradictoire entre un musée et ce qu'on fait, c'est tout à fait complémentaire. C'est pas parce que vous allez regarder un livre de photos, par exemple, en regardant les images de ce livre photo, que ça ne va pas vous empêcher d'aller dans une exposition. Donc là, on a une approche absolument différente. On a une nouvelle manière de présenter les choses. Ici, il peut y avoir un dialogue entre les musées et nous. Les musées qui présentent par exemple Klimt ou Klee et ce qu'on fait ici, eh bien c'est très bien. Ici, on propose une vraie réinterprétation, c'est un parcours. On va prendre le visiteur et on va lui dire voilà, on va vous donner une vision un peu subjective de l'art. Voilà ce que nous on a ressenti en contemplant les œuvres de Klimt. Et du coup, on va accompagner de musique, on va prendre notre visiteur avec nous et pendant une demi-heure, on va lui faire une belle promenade au milieu des œuvres de Klimt et de l'interprétation qu'on en fait. On va revenir à Klimt, mais d'abord, parlez-nous de ce bassin des Lumières, de Lumières, alors je vais y arriver, en chiffres, parce que c'est colossal. C'est une espèce de mastodonte de béton qui servait en 1940, qui a été construit pour accueillir les sous-marins d'abord italiens puis ensuite allemands. Et c'est un endroit qui est absolument ubuesque. L'ensemble du bâtiment fait plus de 4 hectares et les bassins de lumière, voilà, les bassins de lumière c'est plus de 11 000 m² en surface. Mais comme on projette de l'image partout, y compris sur les murs, etc., on a finalement... On a l'impression que c'est tout petit. Mais c'est tout petit, ça fait que 11 000 m². On a 13 000 m² d'écran, il y a 3 000 m² d'espace de déambulation, et puis là-dedans, on a un certain nombre de choses qui arrivent en plus, comme des espaces un peu particuliers qui ailleurs, qui rajoutent encore de la visite, et ce qui fait que voilà, on a des chiffres hallucinants en termes techniques, puisqu'on a 98 vidéoprojecteurs, on a une quarantaine de serveurs qui coordonnent tout ça, qui vont le tourner en même temps. Il y a plus de 120 km de fibre optique pour coordonner l'ensemble, enfin c'est des dimensions... Oui, on peut parler d'exposition immersive, alors comment ça marche? Comment on conceptualise les œuvres de Klimt, par exemple, auxquelles on va revenir? Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est d'abord un parcours subjectif, c'est-à-dire que le réalisateur qui va travailler sur les expositions, il va passer un grand temps à observer les œuvres originales, à se plonger dans la vie de l'artiste sur lequel on parle et à vraiment essayer d'avoir un point de vue subjectif et sensible sur cet artiste. C'est ça qui va lui permettre ensuite, en prenant les œuvres et en travaillant sur l'iconographie de l'artiste, de les trier, de les classer, d'essayer d'inventer une histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vocation didactique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire dans l'ordre chronologique ou dans un ordre thématique. C'est pas du tout ça. Bien sûr, il y a une logique, mais c'est une logique de parcours, de cheminement vers lequel on veut amener. Donc, c'est toute cette imprégnation qu'a le réalisateur au départ sur cet artiste qui va lui permettre après de choisir dans quel ordre on présente les choses, comment on les anime, comment on les met en musique. Et après, il y a un acteur essentiel qui arrive, c'est le lieu.
puisque tout est scénographié spécifiquement pour le lieu. Ce que vous pouvez voir derrière nous dans les alvéoles, sur les écluses, les choses Regardez, apparaissent regardez. voilà. Et tout l'enjeu est là d'arriver à un espèce de triptyque qui est un dialogue entre un artiste, qui est notre matière première, entre un réalisateur qui va donner une vue subjective tout à fait particulière et un lieu qui est mis en valeur par Culture Espace, vraiment dans cette butte de dynamique commune. Alors c'est Gustav Klimt qui ouvre le bal de ces bassins de lumière. C'est pour ça qu'il y a de la valse. Aujourd'hui, c'est un artiste incontournable dans la Vienne du 19e siècle. Il est aussi adulé que critiqué. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son art et de ce personnage? Oui, Klimt, c'est quelqu'un qui commence à travailler à la fin de l'Empire viennois, à la fin du 19e siècle. Il travaille sur les plafonds des grands monuments qui sont construits autour du Ring à Vienne, les grands boulevards circulaires qui entourent la ville. Et là, il apprend la peinture avec des gens comme Hans Makart qui va lui apprendre ce travail très pompeux, très néoclassique qu'on voit sur ces grands palais du 19e. Et puis à cette époque-là, c'est aussi l'époque où Vienne s'élargit, comme dans toutes ces villes où il y a de plus en plus de population, il y a un grand travail d'urbanisme qui est créé, des nouveaux quartiers qui sont créés. Et avec ces nouveaux quartiers, il y a souvent un nouvel art architectural qui vient. Et c'est l'art déco qu'on voit avec l'art nouveau qu'on voit avec Otto Wagner. Et voilà, on est en plein dedans aujourd'hui. Et Klimt en fait arrive là-dedans dans cette espèce d'effervescence créatrice. Et avec un groupe, dans les années 1910, il va créer la Sécession viennoise, qui va être vraiment un renouveau d'expression artistique pour dire, voilà, on peut présenter l'art de manière différente. Et il y a plusieurs caractéristiques qui s'en dégagent. La première, c'est de ne plus avoir de perspective. Tout est posé à plat, c'est-à-dire que vous n'avez plus les jeux de profondeur d'image derrière. La deuxième, c'est qu'ils vont utiliser beaucoup les spirales et les courbes. Il y a très très peu de lignes droites. Et la troisième, c'est que le décor va être quasiment aussi important que la figure. Et quand vous regardez des portraits très connus de Klimt, par exemple le baiser ou le portrait d'Adèle, vous voyez que le visage est très travaillé, mais que le décor derrière l'est encore plus, et que Klimt va apporter du matériau en plus de la simple peinture. Il va peindre, il va rajouter des émaux, il va rajouter de la feuille d'or, il va rajouter une vraie matière. C'est ça qui fait la vraie originalité de Klimt et qui en fait un... Et à laquelle vous donnez toute sa mesure, de sa démesure. On donne toute la démesure parce qu'on le présente ici dans un lieu qui est absolument démesuré. Et puis il y a une certaine correspondance, c'est-à-dire que si vous regardez les murs de la base, c'est du béton, il y a des bouts de tiges de métal qui en sortent, tout ça est très grumeleux, granuleux, enfin il y a une matière, et finalement coller la matière de Klimt, qui est comme je disais, un élément fort de sa peinture, sur la matière de la base, ça marche terriblement bien, mais peut-être mieux que si on était sur un écran tout lisse et tout. Il n'y a pas que Klimt qu'on peut visiter, si je puis dire, aujourd'hui. Il y a notamment une exposition aussi sur la base sous-marine où nous sommes installés d'ailleurs, avec un sous-marin qui arrive, c'est hallucinant. Alors, le numérique nous permet de faire beaucoup de choses, notamment jouer sur des jeux de trompe-l'œil. On veut sans dramatiser la chose, présenter quand même là où nous sommes. Donc on est dans la base sous-marine, il y a effectivement un trompe-l'œil de sous-marin qui donne l'impression aux visiteurs que les portes s'ouvrent en grand et qu'il y a un sous-marin qui rentre. Il y a aussi un endroit sur l'histoire de la base qui permet de rappeler que les heures terribles qu'il y a eu ici, entre les gens qui sont morts en construisant ce chantier, entre toute la vie qu'il y a eu autour, entre les gens qui sont aussi malheureusement morts, alors quand les Alliés ont voulu détruire la base. Et on pense que présenter autre chose aujourd'hui, à la fois de rappeler cette histoire, mais présenter une nouvelle expo comme Klimt, une nouvelle aventure, ça permet aussi de montrer que voilà, ce bâtiment n'est pas figé dans ses heures sordides et terribles, mais qu'il y a une nouvelle vie. Donc il y a toute cette présentation sur la base sous-marine, puis il y a d'autres expositions, c'est-à-dire qu'en boucle, après Klimt, il y a une deuxième exposition qui est un petit peu plus courte, qui dure 35 minutes et cette deuxième exposition en dure 10, qui est sur Paul Klee. Donc c'est le même principe que Klimt, où on va avoir des œuvres qui sont numérisées, qui vont évoluer sous nos yeux. Et Klee est un peintre très suisse, un peu après Klimt, mais à peine, et qui a une peinture très graphique et qui correspond bien à la rythmique des murs, des bassins. Et surtout, Klee a une peinture très musicale. Et cette peinture très musicale, elle nous a donné envie de jouer. Voilà, ça joue, on voit que ça va à droite, ça va à gauche, et en fait l'exposition et les images suivent ce rythme musical. C'est pour ça que l'exposition s'appelle Paul Klee peindre la musique. Et enfin, il y a deux autres expositions dans un espace un peu particulier qui s'appelle le Cube, qui est un endroit qui est posé sur le quai numéro 3, dans lequel on entre et on a une surprise parce qu'on est dans un autre univers encore. C'est une espèce de boîte dans la boîte et vous y entrez, vous avez l'art contemporain numérique qui est présenté là-dedans et qui donne une nouvelle approche. Là, on a plutôt de l'art classique qui est proposé avec Klimt. Et avec l'art numérique, c'est de la composition avec des collectifs reconnus internationalement comme le collectif Ouch, ou alors de la jeune création, notamment des créatifs bordelais qui ont fait une courte exposition de 4 minutes pour montrer que le lieu que sont les bassins de lumière peuvent à la fois présenter les grands maîtres et ouvrir les portes de musées.
mais aussi être une porte ouverte à la nouvelle création et porter les jeunes artistes contemporains et bordelais. Oui, on voit le numérique, ça ouvre des portes inimaginables et ça attire les jeunes, mais pas que, parce qu'on le voit aujourd'hui dans le public, il y a tous les âges. Hein. Il y a tous les âges, il y a tous les milieux, il y a tous les profils. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout l'art et qui sont venus parce qu'ils ont entendu parler. Il y a des gens qui sont curieux, qui connaissent Trickling, qui est des très grands connaisseurs de l'histoire de l'art. Chacun vient. Ça leur permet d'apporter un point de vue critique, mais tout le monde part en tout cas dans cette espèce de poésie qui est créée, générée ici. Et je crois vraiment que c'est très bien d'arriver à proposer un centre d'art qui soit vraiment ouvert à tous, pour tirer tout le monde vers la découverte de beau, vers la découverte de quelque chose qui fait du bien et qui nous amène un petit peu, qui nous élève. C'est vrai, depuis que je suis ici, moi je suis complètement apaisée, ça fait... c'est magique cet endroit, franchement. Je crois que la magie elle vient de là aussi. On est dans une base de sous-marine, de l'extérieur c'est dur, on arrive dans un espèce de bunker de béton gigantesque, dans une espèce de tombeau, enfin c'est spécial quand on est dedans. Et quand on rentre dedans, on peut se faire un peu ouater. On a un peu le vertige d'ailleurs. C'est vertigineux, etc. Et en fait il y a un déclic qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur qui est extrêmement surprenant. Et puis la Fondation Culture Espace avec les bassins de lumière joue sur plusieurs fronts parce qu'elle a une mission culturelle mais aussi une mission éducative et elle décline son programme national Art en immersion qu'elle fait pour 1500 enfants entre 5 et 12 ans qui vivent dans des situations d'exclusion. Oui, tout à fait. Culture Espace. Il faut quand même le saluer, ça. Exactement. Aussi. Culture Espace héberge une fondation et notre vocation, c'est d'aller chercher les enfants qui ne sont jamais associés à l'art parce que culturellement, parce que socialement, parce que pour des raisons médicales, ne vont jamais dans les musées. Et donc, on a une action aussi proactive vis-à-vis de ces gens-là. On va dans les musées présenter les différents artistes sur lesquels on travaille, clips, clés, etc. Et après, on fait venir ces enfants. Donc, il y a tout un programme qui a été mis en place avec les hôpitaux, avec l'éducation nationale, et on espère accueillir le maximum d'enfants ici pour provoquer un peu ces visites et leur faire découvrir ça. Ça a eu un très grand succès dans les autres sites de Culture Espace, dans la région parisienne, dans le sud-est de la France, et on développe ça maintenant avec les bassins des Lumières à Bordeaux, et je trouve que c'est une vraie chance aussi de partager dans les quartiers sensibles. L'insertion, la réinsertion, ça passe peut-être par la culture aussi. Je pense que c'est une voie tout à fait valable. Alors, crise sanitaire oblige, vous avez sans doute été obligé d'aménager l'espace. Comment vous avez prévu de respecter les normes sanitaires? L'espace est très grand, ce qui nous aide beaucoup. On n'est pas du tout tassé, on n'est pas du tout resserré. Comme je vous disais, il y a plus de 3000 m² de parcours de vie, c'est-à-dire là où déambulent les gens. Ensuite, on a mis en place avec rigueur les choses qui nous sont demandées, comme proposer du masque hydroalcoolique dès qu'on va toucher une poignée. Pardon, un masque hydroalcoolique, ça n'existe pas, mais du gel hydroalcoolique dès qu'on va avoir une poignée. Et on demande aux gens de porter des masques. On a de la distanciation sociale qui se fait naturellement parce que l'espace est très grand. Et pour ça, les gens commencent à être habitués aussi. Voilà, bien sûr. Et puis les gens respectent beaucoup, comprennent très bien. Et puis on a limité la jauge de fréquentation, c'est-à-dire qu'on accueille un nombre limité de personnes par rapport à ce qu'on pourrait faire. Et puis on ouvrira encore plus grand nos portes dès qu'on pourra. Mais vous voyez, aujourd'hui, on peut accueillir plus de 350 personnes en même temps sans qu'il y ait absolument aucun risque de transmission de virus. Donc c'est quand même des conditions d'exploitation remarquables. Et puis on peut presque y passer la journée si on veut oui, tout à dans fait. Ce bassin de lumière. Exactement, sachant qu'on traite avec extrêmement de rigueur ces normes de distanciation et ces normes de protection sanitaire, mais on ne souhaite pas que ça devienne une contrainte. Ouais, on est là pour rêver, on est là pour se laisser emporter, on est là pour vivre un moment un peu magique. Et si derrière, tout le temps, il y a une espèce de petite clochette qui vous rappelle qu'il faut être sage avec son masque, etc. Donc on le fait avec beaucoup de rigueur, mais avec beaucoup de tact, pour ne pas gâcher l'expérience de Ah oui, ce serait vraiment dommage. Augustin Cointet, merci de nous avoir accueillis dans cet endroit incroyable. Et vous ne me direz pas que vous ne le savez pas. Vous n'avez plus qu'à courir à la base sous-marine dans ce bassin de lumière. C'est fabuleux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas d'aller consulter votre magazine Vivre Bordeaux chez tous vos marchands de journaux. Et puis, restez encore prudents. À bientôt.